Direx. Nous sommes seulement au jour 3, c'est cela, messieurs? Au jour 3, et c'est le troisième grand plateau qui va parler d'un thème assez intéressant aujourd'hui. Il s'agit des enjeux. Des enjeux. Je vois déjà les invités qui sont au taquet. Les ressources énergétiques, défis et enjeux. Voilà, ça fait partie des interrogations des populations, de tous les secteurs d'activité, hein, les défis et enjeux des ressources énergétiques. Voilà, pour en parler sur ce plateau avec beaucoup de plaisir, nous recevons trois personnalités idoines du secteur. Monsieur Ndiogu Faye, il est directeur commercial de Gevernova. Bonjour, Monsieur Faye. Bonjour, bonjour. Gevernova, qu'est-ce que vous faites concrètement, réellement? Au plaisir, nous accompagnons en effet les États dans la mise en œuvre de leur politique de l'énergie et notamment nous intervenons spécifiquement dans le segment de la production d'énergie. D'accord. Et à côté de vous, à votre droite et moi à ma gauche, Monsieur Désiré Niadro, il est conseiller technique, mesdames et messieurs, du directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. C'est bien ça, oui. Qu'est-ce qu'on fait à Côte d'Ivoire Énergie concrètement? Même question. Côte d'Ivoire Énergie, c'est l'entreprise d'État déjà, à qui tout le patrimoine électrique ivoirien a été dévolu. Dans ce cadre-là, Côte d'Ivoire Énergie se charge de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, de tout ce qui est ouvrage électrique. Se charge également de gérer le flux financier, de faire la planification des ouvrages et de contrôler tous ceux avec qui l'État a des relations contractuelles dans le cadre du secteur de l'électricité. On va développer ça tout à l'heure. La régulation est dans la place, hein, mesdames et messieurs, avec Gilles-Alain Bessécan-Hachi, il est chef de service chargé des consommateurs et vulgarisation à l'ANARI. C'est quoi le rôle de l'ANARI? Alors, l'ANARECI, comme vous l'avez précisé, c'est le régulateur du secteur électrique. Et à ce titre, l'ANARECI est en charge de 5 missions. La mission de veiller au respect des obligations et des lois qui découlent des conventions passées entre l'État et les opérateurs du secteur. La mission d'être un conseil pour l'État de Côte d'Ivoire. Celle de proposer le tarif d'électricité à l'État de Côte d'Ivoire, et notamment le tarif d'accès au réseau. Les deux autres missions qui sont celles de protéger les intérêts des consommateurs d'électricité et de préserver leurs droits et de régler les litiges dans le secteur, notamment les litiges entre les usagers et les opérateurs du secteur. Ça promet. Mesdames et messieurs, le décor est planté. Il s'agit aujourd'hui d'avoir une problématique autour de ce thème très important relativement aux ressources énergétiques, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Nous allons essayer d'explorer ensemble les défis, les enjeux et les opportunités de ce secteur tant stratégique. Et pour en débattre, donc, vous avez ces personnalités qui sont avec nous. Je rappelle Gilles-Alain Bessécan-Hachi, il est chef de service chargé des consommateurs et vulgarisation à l'ANARI, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Voilà. Alors, Désiré Niadro, Monsieur Désiré Niadro, il est conseiller technique du directeur général donc, de Côte d'Ivoire Énergie, qui gère le patrimoine électrique, c'est ça, de la Côte d'Ivoire. Et puis nous avons M. Ndiogu Faye, il est directeur commercial de Gevernova. Messieurs, bonjour et bienvenue au Grand Plateau. On se retrouve juste après ce générique. Voici notre...
Le générique a un peu duré parce que nous avons été rejoints sur ce plateau, hein, c'est dire l'importance du grand plateau pour ceux qui sont donc au CIREX 2024. Merci en tout cas de nous faire confiance. Monsieur Mahaman Sow, directeur général de EDF Afrique de l'Ouest est avec nous, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, je rappelle que le thème de cette émission, c'est bien sûr ressources énergétiques en Côte d'Ivoire, défis et enjeux. Il s'agit bien sûr d'un thème qui va nous permettre donc d'entrer dans un sujet qui préoccupe les populations, un sujet qui a trait tout de suite au quotidien des uns et des autres. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour commencer, messieurs, j'aimerais que chacun de vous partage son point de vue sur les défis et enjeux majeurs des ressources énergétiques dans le contexte ivoirien. On va commencer par Côte d'Ivoire Énergie. M. Désiré Niadro. Merci. On note qu'en Côte d'Ivoire, déjà, lorsqu'on voit l'évolution des consommations, elle est vertigineuse. Elle nécessite que des dispositions soient prises pour que, à l'horizon 2030-2040, avec les années qui arrivent, que la capacité de production de mettre à disposition cette énergie-là à la population soit effective. Il y a donc de véritables enjeux. Comment faire pour que cette énergie-là soit disponible? Et puis surtout aujourd'hui, on parle de mix énergétique. Comment faire pour que cette énergie soit disponible avec un mix énergétique convenu et retenu par l'État de Côte d'Ivoire? Ok, d'accord. Monsieur Ndigou Faye. Merci beaucoup, merci Michel. C'est un thème intéressant, les enjeux et les défis de l'énergie en Côte d'Ivoire, des ressources énergétiques, pour être un peu plus générique. Si je dois m'exprimer d'abord sur les enjeux stratégiques qui sont hautement stratégiques, je voulais dire. Quand vous observez aujourd'hui dans la zone UEMOA, l'État de Côte d'Ivoire fait partie de la première économie de la zone sur la monnaie CFA aujourd'hui. Et cela s'est dû à une grande partie à la disposition des ressources énergétiques, notamment le pétrole et le gaz, depuis beaucoup d'années maintenant. Et surfer sur ce facteur-là, si vous regardez aussi les niveaux de production d'énergie en termes de mégawatts dans la zone Afrique de l'Ouest, vous regardez aussi la Côte d'Ivoire dépasse largement tous ces pays limitrophes avec une capacité de production aujourd'hui qui s'approche à 3000 mégawatts. Et cela, quand vous le voyez sur la deuxième partie de l'économie, ça fait appel et ça développe l'industrialisation du pays. Ce qui fait aujourd'hui, en même temps que les deux facteurs que je viens de citer, dans la zone UEMOA, la Côte d'Ivoire est le pays le mieux industrialisé. Et encore une fois, si vous le constatez, il y a encore 2 ou 3 années précédentes, si vous regardez des pays comme le Burkina, le Sénégal aujourd'hui, beaucoup d'industriels avaient encore leur autonomie dans le cadre de l'énergie. Pourquoi? Parce que la ressource et la production ne les satisfaisaient pas. Ici, en Côte d'Ivoire, ce qu'on a observé depuis récemment, 100% des industriels font confiance quand même au réseau de CIE et font confiance à ces assiettes de production de ressources énergétiques qui sont gérées par Côte d'Ivoire Énergie. En venant maintenant sur les défis, au monde d'aujourd'hui, on ne pourrait pas parler d'opportunités de ressources énergétiques sans parler des défis. C'est les défis liés au changement climatique. Exactement. C'est les défis liés à l'émission du CO2. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir aussi une bonne capacité de production hydroélectrique pour pouvoir compenser. Mais j'ai beaucoup aimé la résolution de cette problématique présentée par l'État de Côte d'Ivoire au dernier CAP 29 qui s'est clôturé récemment. La Côte d'Ivoire, l'Azerbaïdjan, la Côte d'Ivoire a choisi de miser sur la préservation de la forêt. La Côte d'Ivoire a choisi de montrer à ces pays-là, par exemple dans le monde, qu'il est encore possible d'élargir le portefeuille des actions que nous avons à mener en toute responsabilité pour arriver vers la neutralité zéro carbone. Et cela passe effectivement par la préservation des forêts, mais aussi le développement de nouveaux forêts qui pourraient aider dans ce sillage.
En tout cas, on va revenir là-dessus, hein, sur les différents pans de ce que vous évoquez là. C'est très intéressant. Merci en tout cas d'être sur notre plateau. Monsieur Ndiégou Faye. Monsieur Gilles-Alain Messikon, vous êtes au cœur, hein, des consommateurs, au cœur donc de la vulgarisation au niveau d'Anari. Vous êtes une des personnes majeures, hein, pour nous parler donc des défis et enjeux des ressources énergétiques dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, ce que je dois dire, c'est qu'au-delà de ce qu'exposait déjà M. Nado de la Côte d'Ivoire Énergie, nous avons une population qui est de plus en plus exigeante en matière énergétique. La Côte d'Ivoire a fait le défi d'aller vers une électricité à 100% pour ses populations, donc un accès à 100% pour les populations, et c'est un défi majeur. Et c'est une population aussi qui a des besoins changeants, notamment en matière technologique. La Côte d'Ivoire est un des pays de la sous-région dans lequel l'avancée technologique est très au fait. Et toutes ces mesures prises ensemble montrent très bien pourquoi la Côte d'Ivoire a un gros défi en matière énergétique. Les populations ivoiriennes ont des habitudes de consommation qui évoluent en fonction des avancées technologiques. Et aujourd'hui, les avancées technologiques font appel à beaucoup d'énergie. Donc, jour 3 du salon. Moi, c'est juste une question et je vous laisse partir. Donc, c'est vrai? D'accord, donc j'attends. D'accord, donc j'attends. J'attends. La conférence de presse sera où? D'accord, d'accord. Mais en marge de cela, il y a aussi les questions environnementales. Il y a les questions de développement durable qui appellent à diversifier les sources de production et à faire une orientation vers une électricité propre, une énergie propre qui permette de réaliser les objectifs environnementaux pour lesquels la Côte d'Ivoire s'est engagée. Ça fait bizarre d'entendre énergie propre. Est-ce que c'est pas antinomique, énergie propre? Est-ce qu'une énergie peut être propre? Une énergie peut être propre. Et aujourd'hui, quand on parle de mix énergétique, c'est à cela que nous tendons. La production électrique à partir de ressources renouvelables, aujourd'hui, les technologies ne sont pas encore résilientes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, avec les avancées technologiques, nous pouvons y aller, nous pouvons aller vers une énergie propre. À zéro carbone, c'est peut-être ambitieux, mais une électricité propre qui produit moins de déchets, nous pensons que c'est possible. Ok. Alors, pendant qu'on règle votre souci de micro, Monsieur Messikon, je vais demander à Monsieur So. Monsieur So, selon vous, quels sont les principaux défis pour un accès durable et équitable aux ressources énergétiques? Monsieur So, qui, je rappelle, est directeur général Afrique de l'Ouest de EDF. Tout à fait. Donc, merci de me permettre, en tout cas, de m'exprimer sur ce plateau, sur un sujet aussi important et qui est vraiment, je crois, l'une des thématiques centrales de cette conférence et de ce forum qu'est le CIREX. Je pense que les différents enjeux et défis ont tous été évoqués. L'accès à l'énergie, qui subit une pression à travers la croissance démographique, la volonté d'industrialiser le pays, qui aussi fait croître la demande en énergie de manière très forte. Et d'ailleurs, l'occasion de ce CIREX, qui vise aussi à promouvoir des investissements dans les industries extractives, va faire augmenter encore, je dirais, cette demande. Ajouter à cela cette volonté de vouloir aller de plus en plus vers une transition énergétique, donc vers les énergies renouvelables. Mais il faut souligner quand même que la Côte d'Ivoire, même dans le cadre de son mix énergétique, est un exemple. Aujourd'hui, dans le mix qui compose la production en Côte d'Ivoire, 30% vient de l'hydroélectricité, 70% vient des hydrocarbures. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays, même développés, qui aimeraient avoir ce mix énergétique. L'ambition est d'aller à 45% à l'horizon 2030, mais on voit déjà que la Côte d'Ivoire a de bonnes bases, notamment grâce à son parc hydroélectrique, pour y arriver. Je crois que le dernier défi et enjeu qui n'a pas été souligné, c'est le prix. C'est important d'avoir une énergie abondante, une énergie fiable, une énergie propre ou renouvelable ou bas carbone, mais si elle n'est pas abordable pour les populations, ça devient, je dirais, une contrainte. Donc il y a cette question aussi de l'équilibre économique, de la viabilité économique de ce secteur qui est aussi en jeu.
Et pourtant, les Ivoiriens se plaignent, souvent se plaignent, hein, de la réalité au niveau énergétique. Il y a un véritable manque au niveau de la régularité peut-être, au niveau de l'accessibilité. Les Ivoiriens se plaignent. Hein, il y en a qui se plaignent en tout cas, donc qui veulent que, par exemple, je dis ça comme ça, qu'une coupure de courant soit un événement qui arrive très, très rarement. Mais bon, nous n'en sommes pas encore là. Quand on vous entend, quand on vous écoute, on a l'impression que tout est totalement... C'est vrai qu'il y a des progrès qui ont été faits, c'est vrai qu'il y a des bases solides, mais il y a une réalité aussi criante qu'il faut pouvoir regarder dans les yeux. N'est-ce pas, monsieur Gilles-Alain Messécon d'Anaré? Vous qui êtes au cœur, hein, toujours au contact des consommateurs, comment ils appréhendent ces enjeux-là? Est-ce qu'ils sont satisfaits actuellement de ce qu'on a en Côte d'Ivoire au niveau énergétique? Il faut dire qu'une satisfaction totale, non. Mais le plus important, c'est de voir les efforts qui sont faits pour arriver à une meilleure qualité d'énergie pour nos populations. Vous savez, nous travaillons sur un produit qui est assez complexe. Et donc, zéro coupure, ce n'est pas possible. Le mieux, c'est de réduire le temps moyen de coupure. En Côte d'Ivoire, nous arrivons à pratiquement 85%. 85% d'électricité distribuée. Donc, il y a moins de pertes. Ce sont les chiffres de quelle année? Depuis 2023. Donc, il y a moins de pertes. Moins de pertes, ça veut dire qu'il y a moins de coupures. L'objectif, c'est d'améliorer. Il y a moins de coupures en Côte d'Ivoire maintenant. Moins de coupures. L'objectif. C'est votre avis ou bien c'est la réalité du terrain? N'oublions pas que il y a la perception individuelle et puis il y a le regard collectif. Donc les dernières études il y a montrent que les statistiques. Les statistiques de. Voilà. Il peut avoir des secteurs ou des quartiers pour lesquels il y a des besoins d'investissement. Vous savez, hein, l'expansion démographique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est réelle. Nos villes vont vite, nos quartiers vont vite, et en même temps, il y a les objectifs d'électrification. Donc c'est ça qui explique une certaine irrégularité. Donc certaines irrégularités énergétiques arrivent dues à des Vous accusez la démographie. Ce n'est pas une question de quantité d'énergie, donc ce n'est pas une question de production, c'est une question de distribution. Donc la distribution, c'est-à-dire la construction des réseaux vers ces populations-là qui, de plus en plus, de ces quartiers qui naissent et pour lesquels il faut étendre les réseaux électriques pour permettre à ces populations-là d'avoir une meilleure qualité d'énergie. Et donc, naturellement, vous avez des quartiers où vous allez avoir la perception d'une mauvaise qualité de produit parce que, naturellement, le réseau de distribution n'est pas suffisamment dimensionné pour recevoir ces extensions. C'est ce qui fait que souvent aussi le produit n'est pas accessible. C'est ce qui fait que souvent il y a des coupures de courant, tout ça, voilà, c'est ça aussi? Voilà. C'est ce qui explique ça. Ce qui explique cela. Donc, il y a cela, mais le plus important, et ce que nous disons aux populations, c'est que il faut signaler toujours les questions de qualité de produit. Il faut remonter l'information pour que les études soient faites et pour que la planification puisse prendre en compte les difficultés que vous avez dans vos quartiers. Si cela n'est pas fait, c'est difficile pour les décideurs, pour Côte d'Ivoire Énergie, pour CIE, de savoir si dans tel quartier, il y a des problèmes de qualité. Mais les Ivoiriens se plaignent souvent, ils se plaignent. Oui, ils se plaignent, c'est une réalité, ça on ne dit pas, on n'invente pas. Il y a des coupures intempestives. Et puis justement, moi j'ai une question pour M. Ndiogou Faye. On dit qu'en Afrique, généralement, et en Côte d'Ivoire en particulier, les ressources énergétiques sont inégalement réparties. C'est vrai? Vous avez eu le temps de le constater sur le terrain. Est-ce que la même qualité de courant que j'ai à Manignan, j'ai ça aussi aux deux plateaux rue des Jardins? Je pense que monsieur le représentant de l'AREE a répondu globalement à cette question de distribution. Je dirais qu'aujourd'hui, l'exigence des populations nous rend meilleurs, nous aide à améliorer du jour au lendemain. Et cette exigence-là, elle est entendue par l'État structuré par Côte d'Ivoire Énergie, et nous, les acteurs du secteur, nous sommes très très attentifs aux orientations que nous recevons. Aujourd'hui, il y a des investissements colossaux qui sont en train d'être engagés dans le volet, disent qu'ils ne sentent pas ça dans le volet de la distribution. Effectivement, l'énergie, l'électricité, c'est une chaîne de valeur. Quand ça commence à s'enrouler, ça pourrait prendre quelques temps avant que ça n'arrive à la fin. Quand même, M. Lanaré l'a expliqué, il faut constater l'état aujourd'hui, 99% d'accès universel à l'énergie en Côte d'Ivoire, c'est quand même de gros efforts. Et avec les programmes du MCA, dans le cadre du renforcement du réseau,
nous pouvons être confiants d'arriver à l'objectif 2025 vers 100% d'accès à l'électricité ici en Côte d'Ivoire. Et ça va améliorer beaucoup cette revendication de la population. Monsieur Désiré Niadro, vous qui êtes un homme d'expérience dans ce secteur-là, c'est vrai qu'on vient de loin. C'est vrai parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, même du temps du président Houphouët-Boigny, sur lesquels vraiment on s'est arrimé pour continuer jusqu'aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il y a un gap encore à franchir pour satisfaire le plus de personnes. Là, il a parlé de 85% de couverture en 2024. Le prochain défi, ce sera quoi? Arriver jusqu'à... En quelle année on pourra avoir 100%? Avant d'y répondre, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Allez-y. Il y a des indicateurs qui sont suivis au niveau du secteur pour apprécier comment la qualité du produit évolue. Il y a des indicateurs internationaux, il y a des indicateurs nationaux qu'on suit. Et l'un des indicateurs qu'on suit, c'est le temps moyen de coupure, qui était de plus de 50 heures et qui est depuis l'année dernière à 29 heures. Dit comme cela, on voit une évolution, mais en réalité... Excusez-moi, M. Désiré Niadro, excusez-moi. Oui. Nous avons une exclusivité, priorité au direct. Mesdames et messieurs, priorité au direct sur le stand, sur les différents stands. Nous avons l'arrivée d'une personnalité qui nous fait l'honneur de sa visite dans le grand hall. Oui, vous découvrez à l'antenne Madame la Présidente du Sénat, Madame Kandia Kamisoko Kamara, qui est avec nous ici, donc du côté du CIREX, en compagnie de la commissaire adjointe du CIREX, et donc qui est en train de visiter, comme vous le constatez, donc les stands, des stands du CIREX, avec à ses côtés Madame Aka et toute une délégation du Sénat. Donc c'est une grande marque donc de respect à ce CIREX, avec la présence de Madame la Présidente du Sénat. C'est cela, hein? C'est cela, si je ne me trompe pas. Donc, comme vous le constatez, est-ce qu'on a quelqu'un dans la main courante pour essayer d'arracher quelques mots à Mme Kandia Kamisoko? Est-ce qu'on peut l'envoyer aussi? Peut-être qu'elle va passer. On espère qu'elle va venir. Bon, si elle ne vient pas, ce n'est pas grave, mais au moins on sait qu'elle est là. Elle est là et on est très, très, très heureux de savoir qu'elle vient également, à l'instar de toutes ces personnalités qui passent faire un coucou à tous les organisateurs, à tous les tenants des stands. On profite de l'occasion également pour saluer Madame la commissaire adjointe donc, du CIREX 2024, par ailleurs porte-parole, justement qu'on voit là à l'antenne, qui est aux côtés de Madame Kandia Kamara. Merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir capté donc ces moments précieux du CIREX. Merci. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs, c'était la priorité au direct. On revient donc à notre sujet, un sujet très très important, les enjeux, défis et enjeux majeurs des ressources énergétiques. Monsieur Désiré Niadro, je vous avais coupé tout à l'heure, c'était relativement, toutes nos excuses, hein, c'était relativement à... Je suis en train de parler de la qualité du produit tel que perçu par les différents clients, par les différents consommateurs. Et je disais qu'il y a un indicateur que nous suivons, qui est le temps moyen de coupure, qui s'est amélioré. Mais dit comme cela que ça s'est amélioré 29 heures, il faut bien le comprendre. Et ça, c'est une moyenne. Ça veut dire que pour toute la population en moyenne, chacun a vécu dans l'année 29 heures de coupure. C'est pas rien quand même. 29 heures de coupure. Non, toute l'année. Toute l'année. C'est-à-dire quand vous avez une coupure en janvier, le 2 janvier de 3 minutes, puis après le 5 janvier, tout cela s'accumule dans la 29 heures. Et il y a des personnes... Ça fait plus d'un jour. Hein. Oui. Il y a des personnes qui ont peut-être plus d'un jour, il y a d'autres qui ont même moins, mais ça c'est juste une moyenne. Donc le dire comme cela, il faut l'apprécier en fonction de l'environnement, en fonction des lieux. Maintenant, pour répondre à votre question sur l'accès, c'est quoi ça que vous aviez fait allusion. En fait, au niveau du secteur de l'électricité, il y a eu 4 axes majeurs. Le premier, c'est comment faire pour que chaque localité ait l'électricité. Et aujourd'hui, on a évolué jusqu'à 97% et en 2025, on doit pouvoir accorder toutes les localités administratives.
de Côte En d'Ivoire. 2025. 2025. Attention, L'année mesdames et prochaine, messieurs, annonce importante sur ce 2025. plateau pendant ce CIREX. En 2025, toutes les localités administratives, toutes les localités administratives de seront Côte d'Ivoire raccordées seront raccordées au réseau électrique de Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi concrètement? Tous les villages reconnus sur le plan administratif seront raccordés. Mais dit comme cela, quand on dit seront raccordés, pour le commun des mortels, ça veut chaque dire village aura son transformateur ou ses transformateurs en fonction de son étendue. Est-ce que chaque village aura la même... Je ne sais pas si vous me recevez, nous sommes là donc dans le hall des stands. Il y a une ambiance, tout le monde est en effervescence parce que nous recevons simplement, comme vous pouvez le voir, de la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara. Elle est venue faire une visite surprise, donc elle passe à tous les stands pour s'enquérir de l'évolution des activités de chacun au cours de ce CIREX. Et tout le monde grouille pour pouvoir la recevoir dans son stand. Vous voyez comment je suis bousculée. Et j'ai entendu dans les coulisses également que le ministre des Pétrole et de l'Énergie est aussi attendu quelques instants. Pour revenir donc à la présidente du Sénat, j'aimerais préciser, Marcelin, qu'elle va donner dans quelques petites minutes une conférence de presse sur le mur de l'État, juste à la fin de la visite de stand. Donc nous continuons de la suivre et nous gardons l'œil très ouvert pour ne pas manquer la conférence de presse. Voilà, donc je rappelle la présidente du Sénat qui visite en ce moment une visite surprise. Elle a fait une visite surprise au CIREX. Voilà, là nous sommes au stand de la CIR, Marcelin. Nous sommes au stand de la CIR. Voilà, Madame la présidente du Sénat qui est au stand de la Société ivoirienne de raffinage, la visite continue. Et donc, nous, ici, en studio, nous allons essayer de continuer. Désolé, hein, monsieur, parce que c'est vrai, le sujet est intéressant, mais aussi, il faut satisfaire donc, à la présence des autorités qui nous font l'honneur de leur présence. Donc, 29 heures de... On te mettant sur... l'année prochaine, 2025. L'année prochaine, en 2025. En 2025, on a une information de taille ici. En 2025, chaque localité, toutes les localités seront raccordées au réseau électrique. Et puis, en fait, dit comme cela, c'est très intéressant, mais est-ce que chaque ménage aura l'électricité dans le village? Et puis, c'est quelle électricité? Est-ce que c'est de même qualité? C'est notre idée, notre volonté et tous les plans de développement en cours concourt à ce que ce soit une électricité de bonne qualité. Mais je pourrais revenir après si vous voulez. Allez-y. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que en disant que toutes les localités vont être électrifiées, c'est très intéressant. Mais on n'est pas encore à chaque ménage un compteur. Et là, l'un des axes qui a été retenu également, c'est comment faire pour que chaque ménage ait un compteur. Et l'objectif, en ce moment, quel est le ratio? Je dis à 70%. 70%. Et on veut que d'ici 2030, chaque ménage ait un compteur. Et c'est d'ailleurs l'objet du programme PEPT, dont vous avez certainement entendu, le programme d'électricité pour tous, qui avait commencé en 2014 avec 100 000 raccordements par an. On est passé à 200 000, puis à 400 000. Mais dès l'année prochaine, on va raccorder 550 000 nouveaux clients par an, nouveaux ménages par an, pour que d'ici les 3 ans, 4 ans, on atteigne les 100% de ménages raccordés. Ça ne suffit pas, parce qu'on sait qu'on aura raccordé les ménages dans les localités qui sont raccordés au réseau, mais il y a encore des campements qui n'auront pas encore laissé. Comment faire? Là, il y a un autre programme qui est en cours. Là, depuis l'année dernière, sous l'égide de la Direction générale de l'énergie, il y a un site pilote qui a été fait pour 100 campements avec de l'énergie solaire de mini-réseau pour pouvoir raccorder ces localités-là. Que d'ici là, toutes les localités, campements, villages, tout cela soit raccordé. Et pour accompagner cela, sur la loi de finances 2024, par exemple, l'État, la loi de finances a décidé d'apporter une exonération pour tout ce qui est achat de panneaux solaires, etc. Parce que, ce dont je parlais tout à l'heure, les mini-réseaux, puis les campements, ça se fait avec du solaire. Donc, pour arriver à la totalité d'accès au réseau, voilà les programmes qui sont en cours, sur lesquels je voulais insister. Alors, pourquoi l'énergie? Pourquoi c'est si cher en Afrique, M. Sow? Pourquoi c'est si cher? Pourquoi c'est si inaccessible?
Alors, il y a plusieurs réponses à ça, plusieurs volets à ça, mais peut-être pour aussi un peu le faire dans la continuité, nous, EDF, on est un acteur privé, et donc on essaye d'accompagner, dans le cadre des segments qui sont ouverts aux opérateurs privés, la mise en œuvre de la politique énergétique. Donc, par exemple, pour revenir sur votre question du prix de l'électricité, le prix, c'est la production, le transport, la distribution, la commercialisation de l'électricité, l'entretien du réseau. C'est un petit peu toutes ces activités qui vont ensuite déterminer quel est le coût de revient d'électricité. Et puis ensuite, il y a un certain nombre, je dirais, d'arbitrages sur ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, s'assurer que même dans les localités où c'est plus cher de mettre en œuvre des solutions pour accéder à l'électricité, on fasse en sorte qu'on ne paye pas plus cher. Et là-dedans, nous, EDF, dans la production, ce en quoi on est engagé, c'est de développer notamment en Côte d'Ivoire, par exemple, la première centrale à biomasse d'électricité donc qui va voir le jour et qui est en cours de construction à Ayebo, qui contribue, je dirais… C'est M. Sow qui parle, hein, je précise, juste une précision. Allez-y, allez-y. Et donc, qui va permettre, je dirais, d'accompagner la politique de développement des énergies renouvelables dans le pays. Cette centrale, c'est vraiment une première africaine, parce qu'on va produire de l'électricité à partir de déchets organiques, c'est-à-dire les feuilles de palmier à huile, en très grande quantité. Et donc, ça s'inscrit véritablement, je dirais, dans le plan directeur de production d'électricité. Pour réaliser un projet comme celui-là, on a pu disposer de financements et de subventions de bailleurs de fonds à de très bonnes conditions, ce qui nous permet en fait de pouvoir produire à un coût qui est supportable pour le secteur. Un des autres aspects aussi, c'est qu'à travers un projet comme celui-là, il y a énormément de retombées économiques, sociales, locales. Création d'emplois, soutien, je dirais, des planteurs qui vont contribuer à l'acheminement de cette biomasse, et puis évidemment tout ce qui va être lié au crédit carbone et donc, je dirais, à la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, dans les zones rurales, il y a aussi, par rapport aux solutions qui ont été évoquées, des acteurs privés comme EDF, mais d'autres, qui déploient des solutions innovantes, comme ce qu'on appelle des kits solaires, donc des solar home systems, où en fait ce sont des kits de production solaire autonome, avec un panneau solaire, une batterie, des points d'éclairage, la télé, la ventilation, et tout ça est déployé en fait à crédit. Et donc ça permet en fait de soutenir tous les efforts qui sont mis en œuvre par l'État à travers les différents programmes, en attendant que le réseau vienne, mais aussi pour véritablement soulager les populations. Et notre action, en complément avec la politique énergétique, c'est véritablement d'intervenir dans les campements, donc ce qu'on a appelé les localités à ce stade non administrativement reconnu. Voilà ce que je voulais un petit peu… D'accord. Sirex.